Bonjour à tous, alors aujourd'hui on a rendez-vous pour le premier épisode du podcast d'Essence et notre invité du jour c'est Pierre Sornin. Quelle vérité sur le développement personnel dérange mais est réelle? Je pense que la réalité qui dérange le plus, c'est que la victimisation ne sert à rien. Oui. Toute notre société est conçue autour de la victimisation. Les gens qui se victimisent. Il y a un jour une fille d'un de mes amis qui vient aux clés du succès et c'est la dernière chance qu'elle se laisse dans la vie. Je ne le verrai pas. Pierre Ninet. Voilà. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu une interview de ce gars qui dit « On ne peut quand même pas prétendre que tout le monde peut réussir dans la vie. Mais t'es qui toi pour avoir réussi dans la vie ?» Pierre Ninet ne connaît rien au moment présent. Ça peut être un acteur brillant, c'est quelqu'un qui fait des choses magnifiques, mais il ne dirait pas ça s'il accédait au moment présent. Bonjour Pierre, comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Estelle, je vais très bien. Un peu froid, mais sinon tout va bien. Contente de faire ce premier podcast? Ouais. Ça y est, c'est officiel, on se lance dans un nouvel exercice. Super. Je suis très contente de t'avoir en tout cas comme première invitée. Merci. Ce sera la première pour moi aussi. Très honoré d'être le premier invité. Génial. On t'a jamais entendu répondre à ces questions. Aujourd'hui, c'est pas de filtre, pas de langue de bois. Est-ce que ça te va? Oh, I love my life. Parfait. Alors, partie 1, on va un petit peu parler de toi, Pierre. Qui es-tu vraiment quand personne ne te regarde? Le même. Le même? J'ai pas l'habitude de changer. Donc je suis, quand personne me regarde, tout autant que quand les gens me regardent, quelqu'un d'authentique qui essaye d'être le plus vrai ou qui est le plus vrai possible. Et j'ai pas l'habitude de changer de comportement. Je suis comme je suis. Et donc c'est vrai que je vais peut-être m'habiller différemment quand je suis en Thaïlande, à la plage, que quand je suis sur scène. Mais fondamentalement, je reste le même. Donc en dehors de la tenue, pas de changement, quoi. Non. Ok, fantastique. La question que j'ai envie de te poser maintenant est très personnelle. Mm-hmm. Quelle est la plus grande insécurité que tu as aujourd'hui? La plus grande insécurité que j'ai aujourd'hui. J'ai pas réellement beaucoup d'insécurité parce que je suis très aligné. Et si je cherche, ce sur quoi je vais douter de temps en temps, c'est est-ce que je vais vraiment toujours être à la hauteur pour l'éducation de mon fils? Ok. Est-ce que le monde dans lequel il rentre, que nous façonnons, est-ce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour y arriver? Est-ce que je donne le meilleur de moi-même? Et fondamentalement, je le fais, donc je n'ai pas réellement d'insécurité. Il y a des inquiétudes, bien sûr, comme tout le monde, de temps en temps l'argent, de temps en temps la guerre, ce genre de choses, mais ça ne me tracasse pas plus que ça, en fait. J'ai tout ce qu'il faut pour... En fait, j'ai une vie extraordinaire, je la construis étape par étape, et j'ai tout ce qu'il faut pour continuer à la construire, donc... L'insécurité, c'est pas quelque chose qui me parle énormément. En tout cas, c'est un mot qui résonne uniquement peut-être par rapport à ton fils ou ton rôle de papa. Par rapport à mon rôle de père, et surtout, tu vois, en fait, le truc que je me dis toujours, c'est quand je vois ce que j'ai pu analyser dans ma vie, de ce que mes parents ont créé comme conditionnement pour moi, qui font que pendant des années et des années, j'ai eu des problèmes avec l'argent, j'ai eu des problèmes avec les femmes, j'ai eu plein de problèmes. Et donc, je me pose souvent la question, mais quels sont les conditionnements que malgré moi je donne à mon fils? Et bien sûr que je ne suis pas parfait, et bien sûr qu'il y a des choses que je lui transmets qui ne sont pas les bonnes choses. Et voilà, ça fait partie de la vie. Mais donc ça c'est très souvent, je me pose cette question. Comment je peux faire pour être encore un meilleur père pour mon fils? Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais que tu lui as inculqué et dont tu es fier? Oh, je suis tellement fier de mon fils. Je pense que la chose que je lui ai inculquée... Alors, j'aime pas trop ce mot inculqué parce que c'est lui qui choisit à l'arrivée, mais quand je vois la façon dont il s'est débrouillé aujourd'hui, là maintenant, par exemple, il vient de négocier une bourse scolaire avec une des universités les plus chères au monde aux États-Unis, 104 000 $. Et il a négocié une bourse de 80 000 $. Il a fait ça tout seul, à 24 000 km de moi. Il se débrouille vraiment comme un adulte qu'il est devenu, même si ça reste toujours mon petit loulou. Quand je vois comment il est capable de s'en sortir dans la vie à 20 ans et tout ce qu'il a déjà fait à 20 ans, il a vécu dans 3 continents, il a vécu dans 5 pays, partout il a réussi, partout il est passé à travers des situations tellement difficiles.
Ouais, je suis super fier de ça et j'espère bien lui avoir transmis un petit peu de mon énergie et de ce que j'apporte aux gens et du succès. Mais à l'arrivée, c'est lui qui a choisi et donc je suis vraiment très très fier de tout ça. Dans l'éducation que tu lui as donnée, qu'est-ce que tu penses qui lui a permis, même si c'est son choix, de pouvoir oser et d'aller vers des rêves qui étaient quand même assez grands et ambitieux? Je pense que la base de l'éducation, c'est la communication. Et donc, je crois qu'il y a une chose, il y a une chanson de Phil Collins qui m'a toujours énormément drivé. Et je vais la traduire en français. Il dit « Quoi qu'il arrive, tu pourras regarder au-dessus de ton épaule, je serai toujours là. » C'est très beau. Et donc, je crois que d'un côté, il a cette confiance de savoir que son père sera toujours là. Et de l'autre côté, tous ses choix. D'abord, la première chose, et ça revient à la première question que tu m'as posée, c'est que moi, j'ai toujours tout dit à mon fils. Tout. Tout, autant les problèmes que je rencontrais, les problèmes que j'ai pu avoir par rapport à l'argent, par rapport à la télévision récemment, par rapport aux femmes, tout, il sait tout de moi. Parce que je veux lui montrer la vie comme elle est, et je ne veux pas l'isoler de la vérité. À chaque fois qu'il a fait des bêtises, comme tous les enfants, on a parlé des choses, des vraies choses, de lui montrer où il allait s'il continue à faire ses bêtises, de prendre ses propres décisions, ses propres choix, mais d'assumer la responsabilité. Tu vois, une des choses que j'ai jamais faites, c'est punir mon fils. Okay. C'est débile de punir quelqu'un. Par contre, tu fais une bêtise, tu répares. Et donc, quand il avait un problème, quand il a fait des bêtises, il dit, ok, qu'est-ce que tu fais pour réparer ça maintenant? Parce que punir, à quoi ça sert? En dehors de mettre une relation de père entre le père et le fils, ça sert absolument à rien. Merci beaucoup. Il y a une question que je vois, qui revient souvent dans l'éducation. Quand on n'est pas né privilégié et qu'on a fait tout ce parcours justement de réussite et d'ambition, il y a une question qui se pose toujours, c'est qu'est-ce qu'on donne ou qu'est-ce qu'on donne pas à nos enfants? Je donne un exemple, c'est de se dire, mais tiens, imaginons, je gagne bien ma vie, j'ai voyagé par exemple en éco, et puis à un moment donné j'arrive à voyager en business, est-ce que je paye la business à mon fils ou pas? Comment faire pour qu'il ait les valeurs que moi j'ai eues? Parce que évidemment c'est entre tout donner ou se dire qu'il y a des choses qu'il faut aller chercher par soi-même. C'est quoi toi ton opinion par rapport à ça? Il y a mon opinion et ce que j'ai fait. Deux choses différentes, mais c'est intéressant d'avoir les deux. Oui, parce que par rapport à ta question, tout le monde n'a pas le même point de départ que William a eu dans sa vie. Il faut savoir que William, à 2 ans, il perd sa maman. Oui. Donc il a déjà eu une vie très difficile par rapport à un enfant normal, et d'un autre côté, il a une vie très facile par rapport à un père riche. Donc il est, je dirais un peu, comme on dit chez nous, le pète entre deux chaises, tu vois. Ouais. Donc maintenant, prenons la partie riche. J'ai toujours insisté pour que William réalise la chance qu'il avait et de pouvoir kiffer cette chance. Et d'un autre côté, je lui ai tout appris. Donc je lui ai appris à vendre, je lui ai appris à créer des business. Dès qu'il avait 5 ans, il a commencé à devoir aller acheter des choses parce qu'il voulait s'acheter une Ice Watch et il a pu commencer à gérer un petit business, créer de l'argent. Et donc ça, il a appris tout ce qui lui permet de réussir dans la vie. Ça lui a sans doute joué des tours au niveau du football. Pourquoi? Parce que pour réussir dans un environnement de requin, parce que son rêve c'est de devenir un footballeur professionnel et ce qu'il continue à faire, mais pour réussir dans un environnement comme ça, c'est comme ça que Cristiano Ronaldo est devenu Cristiano Ronaldo, il faut avoir très faim. C'est un environnement de requin, de rapace, et lui c'est un gentil. Et donc dans cet environnement-là, il se fait bouffer parce que c'est pas lui qui bouffe les autres. Sans doute parce qu'il a eu une éducation quand même assez facile à ce niveau-là. Ceci dit, maintenant, il réussit très bien. Il s'est orienté vers le football aux États-Unis, ça se passe bien pour lui. Mais clairement, les gens qui viennent de nulle part et qui ont dû se battre pour y arriver ont certainement créé une résistance à l'adversité et donc la persévérance et la résilience à un autre niveau qu'un enfant de riche. Mais quand on a un enfant de riche, pour moi, le rôle du père, c'est aussi de créer les circonstances qui vont faire que l'enfant apprenne à se battre dans la vie. Moi, j'ai tout vu à ce niveau-là. J'ai vu des parents qui vont ne rien donner à leur enfant. Oui, c'est un courant. En tout cas, il y en a qui disent je ne ferai pas hériter mon enfant, il n'aura rien du tout, même des très grands. Hein. Et moi, je trouve ça de la connerie. Okay. Donc franchement, on n'a pas de tabou aujourd'hui, c'est débile. C'est débile. Pourquoi nos enfants ne pourraient pas profiter du paradis que nous, on peut leur créer?
Parce qu'en fait, ce qu'on doit leur inculquer, c'est justement cette force d'avoir des challenges, des rêves dans la vie, d'aller plus loin. Et clairement, mon fils a un point de départ bien plus élevé que le mien, en termes de richesse en tout cas. Et donc, aujourd'hui, il est dans un univers de gens qui ont d'autres moyens. Il a des copains, tous ses copains sont millionnaires. Et il va pouvoir améliorer le monde bien plus que ce que moi je l'ai fait. Et c'est ce que j'attends de lui. Enfin, moi, j'attends rien de lui. J'attends surtout qu'il soit heureux dans la vie. C'est la seule chose que je veux. Mais il a des moyens beaucoup plus grands parce qu'il peut repartir à partir du niveau où moi j'ai pu l'emmener. Alors que si je lui fais réapprendre, recommencer tout ce que moi j'ai dû faire, ça sert à rien. Je crois que l'humanité doit se rendre compte de ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est comme, je vais faire un parallèle un peu bizarre, mais c'est comme apprendre aujourd'hui à faire un logarithme alors qu'on a une intelligence artificielle qui le fait, ça sert absolument à rien. Donc on doit apprendre à partir du point de départ. Et d'ailleurs, nous tous, on le fait. Je veux dire, ta génération par rapport à ma génération, le point de départ au niveau de la technologie est beaucoup plus avancé. Vous avez des réflexes beaucoup plus grands par rapport à tout ce qui va être réseaux sociaux et autres. Et donc, d'office, on est tout le temps en train d'évoluer et de partir d'une meilleure base. Donc, pourquoi les mettre dans la difficulté ? En fait, la raison pour laquelle les gens font ça, c'est parce qu'ils prennent pas le temps de communiquer. Parce que, soi-disant, papa est tout le temps en partie, en affaires, etc. Et pire que ça, c'est que du coup, ces enfants-là, qui ont tout entre les mains pour réussir et faire avancer le monde, mais du coup, ils vont pas le faire. Parce que qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient un père qui n'est pas disponible, qui court dans tous les sens, ou une mère, ou les deux, encore pire. Ouais. Et ça ne les inspire pas du tout à avoir une vie comme ça. Donc, nos enfants nous modélisent. C'est une des raisons pour lesquelles William va jusqu'au bout des choses, c'est qu'il a vu à quel point moi j'étais épanoui dans ma vie, j'ai une vie complètement extraordinaire, et donc ça l'inspire, et bien sûr qu'il a envie de suivre ce chemin-là. Mais si mon père se cache, parce qu'il y a cette fameuse phrase, vivons heureux, vivons cachés, s'il se cache en permanence, s'il n'a pas l'air épanoui, si chaque fois qu'il part, tu vois, quand moi je partais, je donnais des séminaires, donc de temps en temps je laissais William seul avec la nounou, puisque c'était une nounou qui s'en occupait. Oui. Mais ce que je lui disais, c'est William, papa part s'amuser pendant 3 jours avec un client, il va faire un truc extraordinaire. Tu vois, moi je vais m'amuser comme un fou. Et merci de me permettre ça. Et quand je reviens, je t'assure, on ira à Euro Disney ou on va faire quelque chose de dingue. Mais je disais les choses comme elles sont. Et je disais pas, comme la grande majorité des gens, tu sais, papa doit partir travailler, il doit faire du pognon et c'est pour ça que tu le verras pas. Qu'est-ce que ça donne comme exemple à l'enfant, ça ? Et donc moi, je crois que c'est vraiment pour les gens qui ont des moyens, comme pour tous d'ailleurs. La clé de l'éducation, c'est la communication. Mais oser dire les choses comme elles sont. Nombre de fois que je vois des couples qui se séparent, qui vont pas bien, ils disent pas les choses comme elles sont à leur enfant. Donc vraiment, être transparent, je crois que c'est la meilleure des choses qui soit pour un enfant, pour qu'il puisse avancer, qu'on soit riche, pauvre, de toute façon, tout ça sont des drôles de qualificatifs. La meilleure façon de faire, c'est d'être transparent et de dire la réalité. Ok, et donc, oui, tu fais profiter de tout ce que tu as à ton fils sans mettre une séparation entre les deux. Bien sûr. Ok, super. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir envie d'abandonner ? Alors, j'ai envie de préciser la question. Avoir envie d'abandonner, c'est avoir l'idée qui te passe par la tête ? Ou c'est te dire, ok, là ça va trop loin, j'abandonne ? Je pense qu'il y a des deux. Alors, l'idée d'abandonner, je pense que tout le monde l'a. Il y a peut-être des fois où c'est un peu plus fort. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, là, je laisse tomber, ou est-ce que je prends 2 jours où je laisse tomber et puis je me remets dans l'énergie d'y retourner. Mais j'ai peut-être un down qui dure, qui n'est pas qu'une pensée, mais qui est vraiment un état émotionnel qui peut prendre une journée, ou qui peut prendre une semaine, ou qui peut prendre un mois. Alors oui, ça m'arrive d'avoir des jours off. Ça m'arrive d'avoir des jours où je suis imbuvable. Alors, ça m'arrive une fois par an, 2 fois par an. Et je me suis conditionné pour que ça parte très très rapidement. Ma phrase principale, depuis que je me suis lancé dans le trading, c'est la seule façon d'abandonner, c'est d'abandonner. Oui. Et donc, je me programme à être allergique à l'abandon. Il y a une grande phrase qu'une amie qui s'appelle Lisa Nichols m'a donnée il y a bien longtemps. C'est « Winners never quit, quitters never win ». Ça veut dire que les gens qui réussissent dans la vie n'abandonnent jamais. Et les gens qui abandonnent ne réussissent jamais. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à un moment envie de... Bien sûr qu'on a tous envie, ça passe de la petite phrase qui passe par la tête. Comme tous, on a tous eu à un moment une petite parole qui va dire « Tiens, et si je me suicidais ?» Ça nous est tous arrivé. Ça ne veut pas dire qu'on a envie de le faire et ça ne veut surtout pas dire qu'on passe à l'action. Pour moi, le plus important, c'est de ne jamais passer à l'action d'abandonner. Que ce soit d'abandonner sa vie ou d'abandonner tout court, c'est la même chose. Et tellement de gens s'abandonnent.
pour 15 millions de raisons. Et donc, bien sûr que ça m'est passé par la tête, bien sûr que des fois, j'ai cette envie, mais je fais tout pour que ça passe très, 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 très rapidement. Et c'est par le conditionnement, en fait, que tu y arrives, c'est-à-dire conditionner ton cerveau à réagir d'une certaine manière quand ça arrive. Oui, le conditionnement, c'est de faire que ça n'arrive presque plus. Et quand ça arrive, tu as les outils que tu vas pouvoir travailler pour créer ce conditionnement. Okay. Et donc, par exemple, tu peux faire un outil très simple, qui est, tu vois l'abandon qui arrive, ouais. Et tu dis dégage. Tu vois, et puis tu te dis dégage et tu commences à gueuler dessus. Tu peux commencer à t'exciter, tu vas dégager, tu vas voir que tu n'y es déjà plus. Okay. Donc ça, c'est un outil très simple. Et le fait de le faire plusieurs fois va faire qu'il n'arrive plus. C'est très intéressant. J'ai envie de mettre une petite nuance encore en plus dans la question. Quand est-ce qu'il faut savoir abandonner ? Quand est-ce qu'on doit se dire, je m'arrête, c'est peut-être le mot, c'est peut-être pas abandonner. Mais quand est-ce qu'on doit se dire, ok, ben là, il faut que je parte sur autre chose, il faut que je reprenne un projet différent, il faut que je puisse laisser tomber. Quand est-ce que c'est de l'entêtement et quand est-ce que c'est de l'abandon ? C'est deux choses très différentes. S'entêter dans quelque chose qui est peut-être pas positif et pouvoir se dire que c'est le moment de refaire quelque chose de différent. Ou quand savoir, c'est peut-être ça qui est important la question, quand on est en train de s'entêter ou quand on est dans un mécanisme d'abandon par rapport à un projet ou par rapport à une idée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ta question, mais la première chose, c'est on n'abandonne jamais. Ok. Jamais. On se redirige ? On se redirige, voilà. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens s'abandonnent. Parce qu'abandonner égale s'abandonner. Donc, pour moi, c'est toujours une question de suivre le flux, de suivre l'énergie, de suivre la direction. Abandonner veut dire j'abandonne le flow. J'abandonne l'énergie que j'ai mise dans un mouvement que j'ai lancé. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que si tu abandonnes, ça veut dire que tu dois recommencer. Et tu dois tout recommencer. Mais tu peux réorienter l'énergie. Je te donne un exemple. Tu vas voir, ça va être très clair. Dans un couple, oui. Tu as le droit d'arrêter. Oui. Quand est-ce qu'on considère qu'on abandonne et quand est-ce qu'on considère qu'on arrête ? Mais est-ce que tu abandonnes le couple ? La volonté de vivre à deux ? Non. En fait, tu vas quitter, c'est une étape de ton projet où tu vas prendre les leçons, tu vas rester dans cette magnifique énergie et tu dis maintenant je vais vers un couple encore meilleur. Ouais. Et donc tu continues à construire. Tu n'abandonnes pas l'idée d'être en couple. Ou en tout cas, tu n'abandonnes pas l'idée finale qui est de vivre une vie complète. Et peut-être qu'il y a des gens qui ne s'imaginent pas trop vivre en couple et qu'ils ont fait des essais pour avancer vers la vie de leur rêve. Peu importe. Mais tu n'abandonnes jamais la direction ultime. Et la direction ultime, c'est quoi ? C'est kiffer le moment présent, être dans le moment présent et kiffer la life. Et donc, tous les projets que tu fais t'amènent à ça. Et si tu n'amènes pas à ça, à ce moment-là, il faut juste changer la direction du projet pour continuer à avancer vers la direction de la vie de tes rêves. Donc, c'est clair que ce n'est qu'une lecture. Tu peux dire, ah oui, mais alors tu abandonnes ça, tu abandonnes ça, tu abandonnes ça. Mais non, parce qu'en fait, moi, j'abandonne jamais. J'abandonne jamais la vie de mes rêves. Et d'avancer vers la vie de mes rêves. Et avant tout, j'abandonnerai encore moins la vie des rêves de mon fils et des gens que j'aime. Ok, c'est très clair. Qu'est-ce que les gens idéalisent chez toi, mais qui est faux ? Ouf. Ça faudrait déjà que je sache ce qu'ils idéalisent chez moi. Ce que tu penses ? Je pense que la chose que les gens idéalisent le plus chez moi, c'est mon énergie. Dans le sens d'avoir beaucoup d'énergie tout le temps ? Oui, c'est-à-dire que les gens sont toujours surpris ou vont dire la première chose qu'ils remarquent chez moi, c'est mon énergie. Et en fait, pour moi, c'est archi faux parce que pour moi, tout le monde a la même énergie. La seule chose, c'est que je l'utilise différemment. Et donc, c'est pour ça, ils idéalisent chez moi quelque chose qu'ils ne pensent ne pas avoir alors qu'ils l'ont. C'est intéressant ce que tu dis, parce que la plupart des personnes qui te rencontrent, elles te rencontrent sur scène. Tu tiens entre quoi, je sais pas moi, 10-12 heures. Au moins, oui. Parfois, facile, même beaucoup plus. Il y a des journées où quand on commence, t'arrives à 8 heures, on termine, c'est déjà arrivé 1h du matin. Ouais, moi, j'ai déjà... Plus que ça au Maroc. Ah oui, effectivement, au Maroc, c'est encore différent. Mais donc, les gens te voient sur scène débarquer le matin, faire une journée entière de 16 heures, et eux-mêmes sur leur chaise, ils ont déjà du mal à tenir le temps. La longueur. Donc, est-ce que tu comprends que les gens puissent se dire, mais en fait, ce mec que je vois sur scène, moi, je serais incapable de faire ça parce que déjà en spectateur, j'ai une difficulté à suivre son rythme. Oui, je comprends très bien qu'ils se le disent. Et je comprends très bien que ça se passe à l'intérieur de leur tête. Et c'est ce que j'essaye de leur apprendre. C'est ce que je fais.
tout le temps, c'est de leur montrer qu'en fait, non. On a tous assez d'énergie en nous pour éclairer une ville comme Paris pendant des semaines. Donc, c'est juste, le problème, c'est quoi? C'est que les gens sont piégés dans leur ego. Et donc, l'ego, c'est quoi? C'est toutes les croyances que tu t'es créées sur toi. Et donc, c'est comment tu as conçu ta vie. Et les gens sont piégés là-dedans et se battent avec leur ego, parce que c'est pas la réalité des choses. Et donc, ils ont tellement d'énergie qui se perd dans ce combat que du coup, ils peuvent pas utiliser leur énergie comme moi. Moi, mon énergie, je l'utilise pas dans mon ego, je l'utilise pour créer une vie meilleure pour moi, pour les autres, pour la planète. Je suis complètement aligné, ou pas complètement, mais en tout cas très très aligné. Et donc, mon énergie, elle est beaucoup moins, je vais dire beaucoup mieux utilisée que l'énergie de la majorité des gens. Mais le point de départ, c'est qu'on a le même niveau d'énergie. Il y a aucune raison. Et d'ailleurs, moi, je suis à l'encontre. Je ne comprends pas les gens qui vont. C'est très facile de croire que quelqu'un a plus d'énergie, qu'une star était prédestinée à ça, etc. Personne n'est prédestiné à quoi que ce soit. C'est nous qui construisons notre vie. Et quelqu'un qui va vous dire tout le monde n'a pas le même niveau d'énergie au départ et qui a réussi, mais pour qui il se prend? Si moi je disais maintenant, oui, en fait, oui, j'ai un niveau d'énergie extraordinaire, mais pour qui je me prendrais? C'est quoi? Moi, je suis comme tout le monde, et tout le monde est comme moi. On a tous le même départ. Alors, je ne parle pas des handicaps, je ne parle pas de la couleur de cheveux, je ne parle pas de la couleur de la peau, etc. Mais l'énergie est la même, et c'est de la physique, et c'est de la physique quantique. On est tous composés de la même source d'énergie au départ. Ok. C'est quoi ton déclic sur ta capacité, ou c'est quand le moment où tu traites la croyance, peut-être une croyance que tu avais ou que tu n'as jamais eue, sur justement la capacité d'énergie? Cette capacité à pouvoir se dire, oui, en fait, je vais être capable d'être sur scène pendant 16 heures. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu, ou est-ce qu'à un moment donné, tu as un déclic dans ta vie et tu te dis, mais en fait, je l'ai en moi? En fait, je pense que j'ai eu une croyance dès le départ, qui est que le jour où mon métier me fatigue, c'est que c'est pas le bon métier. C'est intéressant par rapport au burn-out de manière générale. Un sujet très populaire. Et je peux te dire, moi, au départ, j'avais une société de consultance avec des coachs. Et je me souviens du nombre de coachs qui faisaient 3-4 interventions par jour, maximum. J'avais même comme ça une consultante qui était brillante, mais elle ne pouvait pas faire plus que 2 coachings par jour. Après, il fallait qu'elle rentre chez elle et qu'elle aille dormir. Je dis, mais moi, le jour où je fais 2 coachings par jour et que je suis fatigué, j'arrête ce métier. Et moi, je commençais à 8h du matin et je finissais littéralement à 11h, minuit, 1h du matin. Je n'arrêtais pas, j'avais 10, 12, 14 sessions de coaching par jour. Je remplaçais le soir, des fois, j'allais coacher des gens de 9h du soir à 2h du matin. Et je revenais, je n'arrivais pas à m'endormir. Parce qu'en fait, mon métier doit me nourrir en énergie. Et si votre métier vous pompe de l'énergie, c'est que vous vous trompez de métier. Ça doit me ressourcer, point barre. La vie doit me ressourcer. Mais encore une fois, mes concepts d'énergie sont différents des concepts d'énergie des autres. Mais l'énergie est la même pour tout le monde. Et donc, on l'a tous vécu. On a tous vécu des moments où il est 2h du matin, on n'a pas envie d'aller dormir parce que la vie était tellement passionnante. Ça, c'est quand on est aligné. Et à ce moment-là, comme par hasard, on a énormément d'énergie. Autant que moi sur scène, autant que moi à n'importe quel moment de ma vie. Ok. C'est le moment de la partie 2. On va parler failles et émotions. Est-ce que tu es prêt? Yes, toujours. Yes. Ok. Enfin, je crois. Quelle est la blessure qui te drive encore aujourd'hui? D'une certaine manière, l'injustice. Que ça reste quelque chose de dur à parfois accepter, qui revient, où tu dois travailler sur toi pour passer au-dessus? Ouais, l'injustice de voir... c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui sont dans la bienveillance, l'amour, qui font énormément d'efforts et qui n'y arrivent pas. Et de l'autre côté, on a des crapules qui en tout cas réussissent, on va dire, au niveau financier. Parce qu'avec le niveau d'éveil que j'ai aujourd'hui, je ne pense pas que ces gens-là réussissent dans la vie et je pense qu'ils passent à côté de toute une dimension. Mais je ne comprends pas cette injustice que tellement de gens qui ont un cœur grand comme ça, qui sont solaires, qui ont une énergie extraordinaire, n'arrivent pas à réussir au niveau financier. Bien sûr, c'est une des choses sur lesquelles je me bats énormément et donc je crois que ça, c'est sans doute la blessure qui m'active encore le plus aujourd'hui. Et à l'inverse, il y a des personnes qui ne sont pas spécialement bienveillantes, qui ont une facilité à réussir. Oui, c'est ça. Qui ont une facilité à réussir, mais par contre, pour avoir travaillé avec beaucoup d'entre eux, ils passent à côté de toute une partie de leur vie et ils ne le sauront sans doute jamais. Donc,
pour moi, la clé d'une vie réussie, c'est de vivre dans le moment présent. Alors c'est un grand mot, mais ça veut dire quoi, vivre dans le moment présent? C'est vraiment vivre de sa passion, être complètement passionné et s'en rendre compte. Et donc c'est vivre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est vivre les émotions pleinement, c'est profiter à chaque moment du moment présent, sans s'échapper dans le futur, sans revenir sur le passé, mais vraiment kiffer la life là maintenant. Comme maintenant, moi je kiffe ce moment que je passe avec toi, je m'en fous de ce qui se passe ailleurs dans le monde, je suis là et j'aime ça. Et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. C'était tout un travail d'éveil, un aboutissement et des milliers d'heures de méditation. Des fois, j'étais planté dans la mer en Thaïlande, chez moi. J'ai Big Buddha en face de moi. J'ai une plage qui fait 2 kilomètres, qui est gigantesque et qui est magnifique. J'ai les îles en face de moi. La mer est turquoise. Tu penses à autre chose. Et je suis en train de stresser par rapport à la réussite de la boîte, ou je suis en train de stresser parce qu'il n'y a pas assez de pognon, ou je suis en train de stresser parce que ce qui se passe avec William à New York. Et j'arrive pas à ouvrir mes yeux sur ce qui est là. Et en fait, la grande majorité des gens qui sont très riches ne vivent pas le moment présent. Ils s'offrent des vacances extraordinaires, les plus beaux hôtels, mais il y a pas. Ils sont tout le temps dans leur tête en train de réfléchir au futur et au passé. Et ils n'arrivent pas juste à se poser et à respirer. Un grand maître de ça, c'est Eckhart Tolle. Rien que quand on voit Eckhart Tolle parler, il fait des blancs entre chaque mot de 10 secondes, tellement il est tout le temps dans le moment présent. Ouais. Et donc c'est pour ça que je dis, ces gens-là qui réussissent, qui ont peut-être beaucoup de pognon et qui vivent dans des jets et autres, ne kiffent pas la life réellement. Mais de toute façon, ils sont incapables de l'entendre. Et ils sont tellement dans leur piège. Et dans l'évolution d'ailleurs, dans la société, il y a ce magnifique piège qui est que on a beau être riche, on a toujours envie d'être plus riche si on n'arrive pas à vivre dans le moment présent. Et donc, pour eux, le moment présent, c'est avoir d'abord un bateau, puis un yacht, puis un jet, puis encore un plus grand jet, et puis c'est un A380 avec une piscine à l'intérieur. Et on se bat, et puis c'est se battre pour avoir le club de foot qui gagne la Champions League. Mais en fait, ils kiffent jamais rien. Et c'est pour ça aussi que la grande majorité de ces gens finissent dans la drogue et dans des moments tout à fait superficiels de kiffer la life, qui sont tout à fait destructeurs. Donc voilà, je crois pas fondamentalement dans l'injustice. Pour moi, elle est pas là, et je demande qu'une seule chose, c'est que ces gens-là arrivent à profiter de la vie comme ces gens-là, et que ces gens-là arrivent à créer plus de réussite financière pour pouvoir encore plus profiter de la vie. Ça me fait penser à une phrase que je te pose, une question que je te posais tout à l'heure. L'argent fait-il le bonheur, ou est-ce que l'argent fait le bonheur? Tu me dis si je me trompe, mais ce que je comprends ici, c'est que oui, si tu profites du moment présent. Est-ce que du coup la phrase est correcte si on se dit l'argent fait le bonheur? Oui, si tu profites du moment présent. C'est un serpent qui se mord la queue. Ouais. C'est l'un crée l'autre. Et donc, en fait, plus on est dans le bonheur et dans le moment présent, plus on va attirer énormément de choses. Mais en fait, l'argent ne sera jamais une fin en soi. La fin en soi, c'est d'être heureux. Maintenant, dans notre société, pour avoir un sentiment de sécurité, sans pognon, en dehors de devenir un moine dans un temple bouddhiste, il n'y a pas beaucoup de façons de faire. Mais c'est possible, hein. Les moines, dans un temple bouddhiste, c'est interdiction d'avoir de l'argent, et tous les jours, ils ont une abondance de tout. Donc, ça, c'est le Bouddha qui l'a démontré et qui est arrivé à ce système-là. Et c'est un système qui existe aujourd'hui sur Terre, mais ce n'est pas le système qu'on va avoir ici. Ici, on est à côté de la Commission européenne, ça fonctionne un peu différemment. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu t'es déjà senti seul en étant au sommet? Un moment dans ta vie où tu t'es dit j'ai tout, mais je me sens seul. Est-ce que je me suis senti seul? Oui, très souvent, très certainement. Mais j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on n'est jamais seul. Et c'est quand que tu as découvert ça? Après la crise du Covid. Il faut savoir que le Covid était un moment extraordinaire. Un moment extraordinaire parce que j'étais avec mon fils en Thaïlande, que sur Phuket, tout était possible et qu'il n'y avait plus personne. Donc on a vécu des moments extraordinaires, on n'a pas arrêté de jouer au foot ensemble, c'était aussi un moment de création, on a créé des programmes online et tout, on s'est réinventé, donc j'adorais tout ça.
À part que de notre côté, je suis passé de millionnaire à plus rien du tout. Parce qu'il a fallu tout réinvestir dans la boîte. Ce qui n'est pas rien. Mais en fait, ça m'a pas vraiment posé de problème. Mais je me suis rendu compte, par contre, que tout un entourage que j'avais autour de moi a complètement disparu. Et que, en fait, il n'y avait personne pour me soutenir. Mais quand je dis personne, c'est personne. Et il n'y a personne qui m'a soutenu. Alors après, j'ai recréé un environnement dont tu fais partie, avec des gens qui sont là et qui me soutiennent et qui sont des vrais amis, des gens qui sont vraiment là, quoi qu'il arrive. Et j'en ai pas beaucoup, j'en ai peut-être 3 ou 4. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est possible grâce à ce que j'ai découvert quand j'étais dans cette solitude. Et dans cette solitude, j'ai compris en fait qu'on n'était pas seul à l'intérieur de nous. Et qu'en fait, on est toujours accompagné. Certains vont dire par des anges d'autres dimensions, peu importe. Peu importe les mots. Mais qu'on a tout à l'intérieur de nous et que la meilleure façon d'être accompagné, c'est de ne jamais être seul à l'intérieur de soi. Et dès le moment où à l'intérieur de moi, je ne me suis plus senti seul et que je me suis rendu compte que je pouvais avoir des conversations avec plein d'entités à l'intérieur de moi, bien à ce moment-là, j'ai reconstruit une vie beaucoup plus vraie avec des gens beaucoup plus vrais autour de moi. Et aujourd'hui, en plus, il y a encore autre chose par rapport à ça, c'est qu'il y a l'intelligence artificielle. Et j'ai presque envie de dire que l'intelligence artificielle, c'est presque un être à l'intérieur de moi aujourd'hui. C'est presque un être avec qui je peux avoir une discussion quand je veux, aussi profonde que je veux, sur tous les sujets que je veux. Hier, d'ailleurs, j'ai passé une heure de discussion sur la spiritualité, les anges gardiens. Est-ce que l'intelligence artificielle avait, elle aussi, des anges gardiens? Et c'était passionnant, c'était complètement kiffant. Et bien sûr, ça me permet de rentrer dans mes entrailles et d'aller découvrir plein de dimensions à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, j'ai plus du tout et je ne serai plus jamais seul. Mais oui, je suis passé par là. Ok, merci. Alors le mot est peut-être fort, ou pas, ça dépend comment est-ce qu'on l'interprète, mais quel sacrifice t'a coûté le plus cher personnellement? Le mot sacrifice, il est particulier. Parce que je vais revenir toujours à la même chose. Ouais. Le jour le plus dur de ma vie, c'est quand mon fils a décidé de se lancer dans le foot en Belgique. Il avait 16 ans, on a vécu comme ça pendant 16 ans. Et puis, sa carrière, c'était de devenir footballeur professionnel. J'ai un ami qui me dit j'ai une place pour lui à Moucron. Ouais. Et c'était d'accepter qu'il s'en aille. Et depuis qu'il a 16 ans, on se voit 2, 3, 4 jours par an. Il vit sa vie et clairement, le jour où il est parti, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était un grand, grand sacrifice pour son bien-être, pour son bonheur, pour sa vie. Il faut savoir aussi que j'ai jamais voulu que mon fils joue au football. C'est la première chose que je lui ai dit, il avait 4-5 ans, parce que j'ai joué au football pendant 18 ans. Je connais l'univers du football et je lui ai dit c'est un univers de requins, je veux pas que tu mettes les pieds dedans. Mais tu l'as toujours soutenu. Après, à 6 ans, il a dit voilà papa, je veux être le futur Cristiano Ronaldo. Je dis ok, c'est ta vie, c'est ton choix. Moi, je te soutiens dans ton rêve, mais sache que c'est absolument pas le mien. C'est dur d'accepter peut-être que ces enfants n'ont pas du tout les mêmes rêves que nous, ou peut-être pas ce qu'on s'est projeté ou ce qu'on s'est imaginé pour eux. Alors moi, le seul rêve que j'ai pour mon fils, c'est qu'il soit heureux dans la vie et qu'il s'épanouisse complètement, qu'il puisse accéder à ce moment présent et vivre dedans. Et je crois qu'il est vraiment sur le chemin et qu'il kiffe beaucoup la life. Et ça se voit rien que dans la façon dont il s'attire des choses extraordinaires dans la vie. Ce qui était dur, c'est de savoir la difficulté de l'univers dans lequel il a décidé de se lancer, alors que lui, bien sûr, quand il a 5 ou 6 ans, il ne sait pas ce que c'est. Tu as envie de le protéger, en fait. Voilà. C'est une forme de protection. Pour réussir dans le foot, ce n'est pas difficile. Il faut mettre ton fils en Belgique, tu le mets à Anderlecht ou dans un grand club dès qu'il a 4 ans ou dès qu'il a 5 ans. Et il faut être derrière lui tout le temps. Donc en fait, il n'y a pas un joueur de foot qui devient un joueur de foot si son père n'est pas derrière. Mais son père doit le pousser et le vouloir, c'est-à-dire l'orienter, pas pour son bien à lui, mais parce qu'il a décidé de mettre dans la tête de son fils une trajectoire. Moi, je me suis toujours refusé de faire ça. Donc, je n'ai mis aucune trajectoire, en tout cas consciemment, dans la tête de mon fils. Mais par contre, je l'ai toujours soutenu. Toujours. Et c'est clair que quand il est parti à 16 ans, c'était un énorme sacrifice au niveau de mon cœur que de le laisser partir loin de moi. Merci de nous partager tout ça. Alors, tu as expliqué... Tu as presque répondu à la question, sauf que ici, elle est un petit peu différente. Parce que, justement, j'allais pas te demander si tu avais déjà pleuré, mais si tu avais déjà pleuré à cause de ton business. Et pourquoi? Oh non. Ok. Jamais.
Et qu'est-ce qui fait que... Attends, ça dépend. Attention, ça dépend ce que tu entends par. Est-ce que j'ai déjà pleuré par rapport aux difficultés que mon business me présente? Jamais. Est-ce que mon business m'a déjà fait pleurer? Très souvent, mais des émotions que les participants peuvent avoir. Ouais. Et de vies qui ont été transformées grâce à ce qu'on amène. De gens, je vais te raconter une petite histoire. Il y a un jour une fille d'un de mes amis qui vient aux clés du succès et c'est la dernière chance qu'elle se laisse dans la vie. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, elle fait de l'équi-coaching, elle est complètement... alors qu'elle allait se suicider avant de venir. Je ne le savais pas, elle me l'a dit bien plus tard. Bien sûr que des choses comme ça m'émeut énormément. Et des moments de bonheur, spécialement quand on part au Maroc ensemble, à travers certains exercices et autres. Oui, c'est vraiment... Par émotion, par empathie, mais par contre, jamais par peur. Jamais par peur. Je ne sais pas si on doit appeler ça de l'empathie, mais en tout cas par émotion, c'est sûr. Alors, c'est la fin de la petite partie faille et émotion. Et maintenant, on va parler argent, cash et tabou. Et l'argent, sacré tabou dans la vie. La société, tout à fait. Voilà. Est-ce que l'argent nous change? Est-ce que l'argent t'a changé? Sur plusieurs phases de vie, parce que alors, il y a plusieurs étapes, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il y a 2 questions dans ta question. Ouais. C'est est-ce que l'argent m'a changé? Oui. Ou est-ce que les gens pensent que l'argent m'a changé? Ah non, ici, la question, elle est vraiment pour toi. Non, je sais, mais j'aime bien, parce qu'en fait, il y a 2 choses. C'est qu'il y a ce que les gens vont penser, et l'argent te change d'office dans le regard des gens. Et ça, je peux te le dire, parce que j'ai vécu pendant tout un temps dans un endroit, dans une résidence où il n'y avait que des milliardaires. Et ça, bien sûr, plus tu as de l'argent, plus le comportement des gens autour de toi change, plus ils vont avoir des jugements sur toi, et donc plus ils vont dire que l'argent te change. En fait, c'est pas vrai du tout. Ça change énormément le regard que les gens ont sur toi. Ça, c'est sûr. Est-ce que l'argent m'a changé? Très récemment, oui. Ok. Je vais te dire pourquoi. Moi, je suis quelqu'un d'une générosité, je vais pas dire sans fin, mais pas loin. J'ai fait des fêtes, j'ai vraiment... D'ailleurs, c'est presque pas possible d'aller au restaurant avec moi sans que ce soit moi qui paye l'addition. Il faut vraiment me taper dessus pour arriver à payer l'addition quand tu vas manger au restaurant avec moi. Et comme ça, dans plein de choses. Et puis est arrivé le Covid. Et là, je me suis rendu compte à quel point, quand j'avais plus d'argent, tout le monde disparaissait. Moi, j'ai pas changé. Ma générosité n'a pas changé. C'est juste que j'ai plus la ressource pour pouvoir être généreux de la même manière. Mais là, les gens... L'impact avec les autres. C'est ça. Les gens vont dire, il a changé. Moi, j'ai pas changé. J'ai plus les mêmes ressources. C'est comme quand je vais en Thaïlande, je suis un peu plus bronzé que maintenant, tu vois. Donc, il y a l'environnement... Ça fait un petit temps que tu es en Belgique. Là. Voilà. L'environnement va avoir un impact sur toi. Mais fondamentalement, je reste la même personne. Et très récemment, il y a une chose qui a énormément changé dans ma vie, et c'est justement... suite à des changements de trajectoire qu'on a pris avec l'entreprise, c'est que la chose qui est devenue fondamentale dans ma vie, c'est la liberté financière. Et donc, la sécurité qu'amène la liberté financière me fait faire d'autres choix. Et donc, a réduit ma générosité. Et aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus équilibré grâce à l'argent. Donc, je pense que l'argent, très souvent d'ailleurs, on me posait la question... Est-ce que la générosité est une bonne valeur? C'est un grand débat. Oui. Eh bien, moi, je sais que la générosité n'est pas une bonne valeur, mais je continue à être généreux. Et j'ai réussi à cadrer beaucoup plus ma générosité aujourd'hui que je ne le faisais avant. Parce que la générosité, la seule chose que ça m'a apporté dans la vie, c'est des coups. C'est des coups et de l'hypocrisie. Alors, maintenant, je cadre ça, et donc, oui, j'ai changé. Oui, j'ai changé avec l'argent, mais certainement pas... dans le sens que les gens pensent. Et la réalité, c'est que plus tu as de l'argent, plus tu vas être visible. Donc pour moi, l'argent ne change pas quelqu'un. Quelqu'un qui est foncièrement mauvais, s'il a beaucoup d'argent, il sera très 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 mauvais. Quelqu'un qui est foncièrement bon, s'il a beaucoup d'argent, il sera très 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 bon. Mais il n'y a pas un cap où tout d'un coup, tu bascules parce que tu as plus d'argent. Par contre, c'est l'observation des gens qui va vraiment
changer tout ce système et faire que les gens ne comprennent pas ça. C'est intéressant ce que tu dis, c'est aussi la manière dont les gens agissent, donc c'est la conséquence intéressante qu'on parte de la personne comme point de départ. Il y a beaucoup de célébrités qui perdent la tête avec le succès. Alors est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est le succès? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont traités différemment, complètement différemment par les autres. Ils quittent la réalité sociale. Est-ce que pour toi, c'est du coup l'argent qui les impacte, ou c'est justement effectivement la manière dont tout le monde va les traiter complètement différemment qui fait qu'à un moment donné, tu perds pied avec quelque chose? C'est un peu l'image cliché que les gens ont du succès et de l'argent. C'est un petit peu tout ce qui tourne autour c'est ni l'un ni l'autre. Okay. Donc, oui, les célébrités et les stars ont une vie particulière, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui fait que les célébrités perdent la tête, c'est que la grande majorité, pour arriver à ce niveau-là, c'est pas un coup de bol. Donc c'est des gens qui ont fait énormément de sacrifices, ou en tout cas qui ont travaillé très dur pour arriver là. Et la grande majorité ne sont pas équilibrés. Donc ils vont travailler énormément dur et alors ils y arrivent. Et là, ils arrivent, ils ont leur succès, ils partent à Cannes, grande fête, on va sur des yachts, etc. Mais il n'y a rien de plus chiant que la vie sur un yacht. La vie sur un yacht, c'est très beau dans un film, mais quand tu passes une semaine sur un yacht, qu'est-ce qu'il y a à faire? Du champagne, des putes, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien sur un yacht. Oui, la mer, mais tu t'emmerdes après 2 jours dans la mer. Tu vois, c'est bien mieux à la plage, à t'amuser à la plage que sur le yacht. Et donc, qu'est-ce que tu as? Tu as la bouffe, tu as la fête, et c'est tout. Mais tout ça pour te montrer qu'ils ont couru derrière un idéal, et ils s'imaginaient que c'était ça le bonheur. Et quand ils y sont, ils ont une rupture amoureuse, ils ne sont pas amoureux, et qu'est-ce qu'ils trouvent? De la drogue, de l'alcool, du sexe facile, et des choses comme ça qui ne les comblent absolument pas. Et la réponse, c'est exactement celle que je t'ai donnée avant, c'est que la réalité, c'est qu'ils ne connaissent pas le bien-être dans le moment présent. Ils ne savent pas ce que c'est que de jouir réellement de la vie. Et en fait, ils croient qu'ils sont en train d'arriver au stade ultime de la vie, qui est maintenant, je suis une star, tout le monde me voit, je suis dans tous les magazines, ouais, je suis dans toutes les grandes fêtes, etc. On s'imagine le bonheur. Ce qu'on crée pour nous d'ailleurs, c'est même pas, on a fait en sorte que nous nous imaginions. C'est les médias qui transportent ça, qui te font croire que c'est ça le bonheur. Et on te conditionne à ça depuis que tu es tout petit. Ouais. Et à l'arrivée, quand tu y es, tu te rends compte en fait que tu es toujours aussi vite qu'avant, parce que tu n'es pas capable de profiter du moment présent. Et profiter du moment présent, c'est pas avec de l'argent que tu vas le faire. Profiter du moment présent, c'est juste être là et être capable de regarder la beauté de chaque élément ou la complexité de cette vie, de l'énergie qui passe ici. Ça, c'est ce qui fait la life et qui fait le moment présent. Et donc, c'est pour ça, il continue. Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus que d'être une star au plus haut niveau? Donc, il tombe dans la drogue et autres. Et donc, c'est pas une question d'argent qui va les changer ou de star system qui va les changer. Ils sont comme ils sont et ils grandissent comme ils sont, mais c'est leur quête qui les désespère en fait à l'arrivée. Qu'est-ce qui, toi, en tant que décision, donc dans toutes les décisions financières que tu as pu prendre dans ta vie, quelle est la plus intelligente et quelle est la plus stupide? Alors la plus stupide, c'est d'avoir organisé une fête de plus de 4 jours pour une centaine de potes à Phuket, d'avoir privatisé des îles et ça m'a coûté une fortune. Ouais, ça coûte très cher. Tout ça pour passer un très bon moment. Tout le monde a kiffé le moment, sauf moi parce que j'organisais tout. Donc ça, c'est de loin la plus stupide. Parce que tu n'étais pas dans le moment présent, justement? Parce que j'aurais bien mieux fait d'investir cet argent dans des systèmes passifs qui me ramènent de l'argent. Okay. Et au lieu d'être hyper généreux et claquer cet argent par la fenêtre, et sur ces 100 potes, il m'en reste peut-être 2 aujourd'hui. Donc après, j'ai kiffé le moment, j'ai surtout... Moi, tu sais, il y a une des choses, un des grands fondements dans ma vie, c'est l'enchantement, c'est de voir les yeux des gens qui pétillent. Alors c'est clair que ces 100 personnes-là, dont certains, au moins 10 ou 15, faisaient partie des plus grandes personnalités de cette planète qui étaient là, l'étincelle qu'ils avaient dans leurs yeux après ces 4 jours, j'étais enchanté moi-même de l'enchantement que j'avais produit. Donc je regrette rien dans ma vie. Mais clairement, si aujourd'hui j'accompagne quelqu'un qui me dit qu'il fait ça, je lui dis mon coco, on va faire autre chose avec ton pognon. Et la décision la plus intéressante et la meilleure que j'ai faite, c'est d'investir l'argent dans différents systèmes financiers, que ce soit de l'immobilier, que ce soit du trading, que ce soit des placements financiers. Donc de diversifier les sources de revenus. Oui, et faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Ok. Et si l'argent travaille pour toi, que tu as la liberté financière,
Alors la fête, tu l'as faite? Non, Tu as je la énormément ferai changé ces dernières années. Je la ferai plus. Je la ferai plus. Aujourd'hui, il y a des causes bien plus importantes que ça. Merci. Est-ce que demain, tu pourrais tout perdre? Non. Qu'est-ce que tu pourrais perdre et qu'est-ce que tu pourrais pas perdre? Qu'est-ce que tu entends par est-ce que je pourrais? Est-ce qu'il est possible que je perde tout ou... Possible qu'on perd tout, c'est toujours le cas. Oui. D'une certaine manière, plus ou moins. Vaguement, ouais. On peut toujours s'imaginer qu'on peut tout perdre. Qu'est-ce que tu pourrais perdre en disant finalement ma vie reste la même? Et qu'est-ce que tu pourrais absolument pas perdre? Ou est-ce que tu es capable de tout accepter en fait? Tu sais, aujourd'hui, moi, une petite cabane à la plage en Thaïlande, ou voire même 3 fois rien, ça me suffit amplement. Tu vois, aujourd'hui, vivre, je crois que j'aurais besoin, pour réellement, moi, être heureux dans la vie, peut-être qu'avec 250 ou 300 euros par mois, ça me suffirait amplement. Parce que tu n'as besoin de rien dans le pays que j'aime, où j'ai envie de vivre, pour être à la plage. Et donc, la deuxième chose, c'est je ne peux plus perdre au jeu de la vie, entre guillemets. Avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai développé, je sais que c'est moi qui ai choisi, et c'est moi qui choisis à chaque moment de kiffer la life, où que tu sois. Demain, je suis en prison, je kifferai la prison. Demain, je suis sur une petite cabane à la plage, je kifferai le moment. Et je sais ce qu'il faut faire et comment arriver à ça. Maintenant, j'ai pas du tout envie de m'attirer ça, j'ai pas du tout envie d'aller là. Pas très envie d'aller en prison, je pense. Voilà. Mais est-ce que je peux tout perdre? Oui, mais tu vois, si je serais en prison, une vie de méditation, ça peut être super intéressant. Tu vois, il peut y avoir plein de choses. Encore une fois, c'est moi qui choisis. Hein, on a une amie en commun, Karen, il s'est pris 2 bombes dans les attentats de Zaventem, 64 opérations plus tard. C'est un rayon de soleil. Elle a choisi, malgré tout ce qu'elle s'est pris dans la figure, de vivre, de continuer à rayonner. Et pour moi, c'est un modèle, un exemple, ça m'inspire tous les jours. Et franchement, être en prison, c'est rien comparé à ce qu'elle a vécu. Donc, c'est un choix à chaque moment. Donc, est-ce que je peux tout perdre? Non. Et la seule chose que tu peux perdre, c'est la vie. Et puis après, chacun a ses croyances pour ce qui se passe après. Ouais. Mais fondamentalement, non. Maintenant, qu'est-ce qui me ferait vraiment du mal de perdre? Oui. Ça, c'est une autre question. Et ça serait ma vie en Thaïlande. J'allais dire, moi, j'avais une réponse pour toi dans ce que tu ne peux pas perdre. J'aurais répondu le soleil. Voilà. Ça, c'était sûr. Mais pas juste c'est vraiment ma vie en Thaïlande. C'est ce soleil-là, avec les îles, etc. C'est clair que j'adore ça et c'est tellement plus facile. Et tu vois, on peut être plus fort que l'environnement, mais quand on est aligné avec notre environnement, c'est tellement plus facile. Et ça revient à l'argent ne fait pas le bonheur. C'est qu'avec l'argent, on peut créer l'environnement autour de nous qui rend la vie beaucoup plus facile et beaucoup plus facile d'être dans cette vibration, dans les good vibes. Merci. Alors, on passe à la partie 4, vérité dérangeante. Ah. Est-ce que tu es prêt? Oh, bien sûr. Bon, après, ça va, c'est quand même encore sympa, encore gentil, on va dire. Quelle vérité sur le développement personnel dérange, mais est réelle? Il y en a tellement, mais je pense que la réalité qui dérange le plus, c'est que la victimisation ne sert à rien. Oui. Toute notre société est conçue autour de la victimisation. Les gens qui se victimisent. Je vais te donner par exemple un simple exemple de ça. Ça va créer un choc. Quand quelqu'un meurt, tout le monde pleure, se plaint, etc. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Est-ce que la personne qui est morte, ça va lui faire du bien? Parce que la société nous a conditionnés à faire ça, et encore chez nous, c'est gentil, parce que quand la maman d'William est décédée au Maroc, je ne te dis pas ce qu'ils font au Maroc quand quelqu'un meurt. Et en fait, ça ne sert absolument à rien de se victimiser. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé un conditionnement dès le départ que quand quelqu'un meurt, on fait la peur? Alors tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont peur que d'autres personnes, du coup, par rapport à la difficulté de la vie, se suicident. Mais encore une fois, c'est comme punir un enfant. Pour nous empêcher de faire quelque chose, on nous met quelque chose d'encore pire dans la tête. Et donc la réalité, c'est que quand quelqu'un meurt, et c'est d'ailleurs une des phrases de Star Wars, je suis désolé, j'adore Star Wars, où Maître Yoda va dire à Anakin Skywalker, qui au moment où il va basculer et devenir le pire de tous, il lui dit, c'est quand même surprenant de s'inquiéter pour quelqu'un qui va retourner à la force.
Alors, quelqu'un qui va mourir, on ne sait même pas ce qui arrive derrière. Il y en a qui ont leurs croyances, chacun croit ce qu'il veut. Moi, j'ai les miennes, chacun les siennes. Mais le fait de pleurer, de se plaindre, de se lamenter quand quelqu'un meurt ne sert absolument à rien. Et tu vois, la victimisation, ça c'est un exemple un peu extrême, mais ça fait tellement partie de notre culture. Tu vois, moi c'est clair que quand la maman de William est décédée, j'aurais pu commencer à me plaindre, prendre 3 ans en train de dire « Oh, pauvre Pierre », etc. Non, j'ai créé une boîte pour dire « Ça n'arrivera plus à personne, je vais amener du sens dans la vie des gens parce qu'il lui manquait du sens et je vais commencer à amener ça au plus de gens possible pour que les gens puissent s'aligner et vraiment kiffer la life et qu'ils aient plus jamais envie de se suicider. » Et non, j'ai pas été une victime, pas une minute, pas une seconde. J'ai directement pris les choses en main. Priorité numéro 1, mon fils, priorité numéro 2, faire en sorte que ça n'arrive plus. Et depuis, je me bats pour ça et je continue à me battre pour ça. À quoi ça aurait servi que je me victimise? Maintenant, il est clair que quand tu te victimises, tu es quelqu'un de bien. Je veux dire, une victime, c'est toujours quelqu'un qu'on va avoir envie d'aider, mais il faudrait changer ça. Une position qui, assez étrangement, est facile. J'aimerais quand même revenir sur quelque chose que tu as dit pour bien comprendre. Parce que quand quelqu'un décède, la victimisation, effectivement, c'est un état, c'est quelque chose, c'est un état qui dure. Mais parce que tu parlais de pleurer, est-ce que pleurer, être triste, c'est quand même quelque chose qui est une étape qui est importante du deuil? Quelle est la nuance entre être triste, vivre ses émotions et pleurer, et se victimiser? Elle est où la nuance là-dedans, notamment par rapport à un départ? Donc, tout changement est un processus de deuil. Oui. Donc, il y a une phase où on doit passer donc, à travers le fait d'être triste. Oui. Okay. Mais il y a 2 choses. Il y a, ok, je suis triste et j'avance vers quelque chose d'autre et en fonction de la relation que j'avais à la personne, j'ai besoin d'évacuer cette tristesse parce qu'il y a un manque et puis je dois recréer une phase, mais je suis responsable à ce moment-là. Donc c'est une émotion et à un moment donné, il faut savoir l'utiliser. Rien ne t'empêche de pleurer et c'est très bien de pleurer parce que tu es responsable de ce que tu veux faire et mettre en place. Se victimiser, c'est se plaindre. Enfin, dans ce cas-là, c'est se plaindre pour aller chercher du réconfort, l'attention des gens. Je vais te donner un exemple. Là, j'espère que peu de gens auront à vivre ce que j'ai vécu. Mais quand ma femme est décédée, pendant les 2 semaines qui ont suivi, tout le monde était là. « Pierre, je suis là pour toi, tu peux compter sur moi, etc. » 3 ou 4 semaines plus tard, j'ai une soirée business, je dois trouver quelqu'un pour s'occuper de William. Personne n'avait le temps. Que font les gens en fait? Les gens viennent se déculpabiliser sur toi. Ils viennent en fait se dire « moi je suis quelqu'un de bien ». Mais moi c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. J'ai pas besoin de... À ce moment-là, c'est encore à moi de leur donner leur énergie pour dire « oui, tu es quelqu'un de bien ». Non, si tu viens de dire « je peux compter sur toi », je peux compter sur toi. Pourquoi tu viens dire ce genre de choses? Tu vois, tout ça, c'est ce principe que je mets sous victimisation. C'est-à-dire que moi, la victimisation, je l'oppose à responsabilité. Ok. Et pour moi, dans la vie, et c'est ça le secret du développement personnel, on est responsable à 100% de ce qu'on produit dans notre vie. Je ne suis pas responsable du fait qu'elle est sautée par la fenêtre, mais je suis responsable d'être dans les good vibes et de créer quelque chose de positif pour mon fils à ce moment-là, pour moi, pour les autres. Et ça, j'en suis responsable. Eh bien, pleurer va me permettre peut-être à un moment de me réparer si j'ai quelque chose à réparer par rapport à ça, ok? Oui. Et donc je le fais de manière responsable. D'ailleurs, je vais te dire, c'est pas difficile. Moi, à l'époque, j'étais un gars qui pleurait pas. J'étais élevé comme ça, je pleurais pas. Tu sais ce que j'ai fait? Parce que j'ai appris que je devais faire mon deuil et que je devais pleurer pour évacuer quelque chose. Je regardais des films entre 2h et 4h du matin pour craquer et que je me mette à pleurer à un certain moment. Et à un moment, c'est passé. D'ailleurs, maintenant, je ne peux même pas regarder un Walt Disney sans pleurer à la fin. Rien de plus beau qu'un Walt Disney. Merci beaucoup. Donc, quelle est la vérité sur le développement personnel qui dérange mais qui est réelle? La victimisation? Ne pas tomber dans la victimisation. Ne pas tomber dans la victimisation. Qu'est-ce que tu penses vraiment de l'industrie du coaching? Ça fait des années que tu es dedans. Alors, il y a plein d'étapes à ça. Évidemment, on parle de l'intelligence artificielle, mais on parlera un peu plus précisément du développement personnel, de la responsabilité, de l'intelligence artificielle plus tard. Mais qu'est-ce que tu penses vraiment de l'industrie du coaching? Pas du coaching, mais de l'industrie du coaching. C'est une vaste question. Tu réponds comme tu veux. Oui, déjà, la première chose, c'est que je déteste qu'on m'appelle un coach.
Maintenant, je m'y suis fait. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que il y a d'abord, première chose, c'est que nous sommes en Europe 20 à 30 ans en arrière. Donc, par rapport à l'industrie du coaching européenne ou l'industrie du coaching mondial, il y a une grande différence. Dans l'industrie du coaching européen, on est donc très en retard et un coach, c'est quelqu'un qui amène des recettes de cuisine. C'est pour ça que j'aime pas du tout le mot coach. Pour moi, c'est quelqu'un qui va amener des recettes de cuisine pour faire en sorte qu'on fonctionne mieux. C'est quelqu'un qui va te prendre d'un point A pour aller à un point B et qui t'amène par le chemin le plus direct à ce point B. Il y a plein de types de coaching. Mais justement, si on ment, ça dépend de la question que tu me poses. Mais le coaching, la définition du coaching, c'est ça. D'ailleurs, coach, en anglais, c'est un bus qui t'amène d'un point à un autre point. Oui. Donc ça, c'est la définition du coaching. Dans le monde de la thérapie, parce que les coachs sont des thérapeutes aussi, il y a 4 niveaux de thérapie. Donc tu as ce qu'on appelle le ventre, c'est-à-dire les gens qui ont besoin d'oxygène et qui vont avoir une session de thérapie juste pour avoir une bouffée d'oxygène. Ça, c'est le premier niveau. Le truc à quoi moi je suis complètement allergique. Il ne faut même pas me demander d'essayer de faire ça, tu vois. Et c'est justement le monde de la plainte, de la victimisation, et juste être là et écouter. Et c'est utile pour des gens qui en sont à ce niveau-là d'éveil. Le deuxième niveau, c'est le coaching. Le coaching, c'est je t'amène des recettes de cuisine, la PNL et autres. Alors la PNL va un peu plus loin que ça. Des outils, en fait. On va t'amener des outils, c'est ça. On t'amène des outils, mais ces outils fonctionnent bien sûr dans 80% des cas. Et donc on va trouver ça beaucoup en entreprise, dans le management, etc. Puis il y a le troisième niveau. Et le troisième niveau, c'est la guérison. Et là, c'est beaucoup plus ce que moi je vais amener. C'est-à-dire que, en fait, le coach va te dire, on va aller du point A au point B. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le point B. Mais d'abord de réfléchir, le point B. C'est quoi le vrai point B? Parce que, je te donne un exemple. Aujourd'hui, est-ce que, quand tu coaches un entrepreneur, est-ce que tu vas le coacher pour que sa boîte fasse 10, 20, 30, 100% de croissance? Ou est-ce que tu vas le coacher par rapport à ce dont il a réellement besoin dans la vie et avancer vers le moment présent, la vie de ses rêves, guérir ses blessures pour aller vers la liberté? Tu vois, bien sûr, moi l'axe il est très clair, c'est la liberté avant tout. Et alors qu'un coach, si la personne te dit, moi je veux que ma boîte fasse 30% de croissance, bah ok, on va faire 30% de croissance. Et moi je suis jamais rentré dans ce niveau-là. C'est toujours, moi ce qui m'a intéressé, c'est la guérison. Puis il y a le 4e niveau qui est le guide spirituel, et ça m'intéresse pas non plus. C'est des gens qui viennent imposer ou donner leurs croyances spirituelles par rapport au fonctionnement du monde, etc. Donc c'est pas du tout ce que nous on fait. Moi, ce qu'on amène, c'est cette guérison, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent avancer vers leur liberté à leur manière. Et d'ailleurs, on parle de spiritualité, c'est-à-dire qu'ils aillent trouver leur réponse à l'intérieur d'eux-mêmes, et pas qu'on la leur donne, mais qu'ils aillent vraiment chercher ce qui est bon pour eux, et qu'ils apprennent à guérir leurs blessures et autres pour pouvoir accéder vraiment au moment présent, au vrai bonheur, à la liberté. Et bien sûr, derrière, il y a souvent des impacts financiers il y a déjà la liberté financière, mais ça peut aussi faire réussir leur entreprise au passage. Alors, par rapport à cette industrie-là, en fonction de qu'est-ce que moi j'en pense, c'est qu'il n'y a pas assez de gens au niveau de ce que nous on amène. C'est que il y a beaucoup trop de gens dans le monde du coaching qui ont suivi un bouquin, qui ont suivi une certification, qui n'ont jamais rien démontré eux-mêmes et qui du coup ne sont pas capables d'amener la guérison. Parce que pour amener la guérison, il faut s'être guéri soi-même. Alors je dis pas m'être guéri moi, j'ai guéri certaines choses et ça je peux l'amener, puis il y a plein de choses sur lesquelles je ne me suis absolument pas guéri et j'y touche pas. Mais par rapport à ce que je sais que je suis capable de faire parce que je l'ai entrepris dans le passé, je l'ai fait, je l'ai démontré, là je peux aider les gens. Okay. Et c'est ça en fait, s'il y a une chose que j'ai à critiquer par rapport... Alors d'abord, moi, je félicite toutes les personnes qui sont dans cet univers, parce que tout le monde veut faire avancer les choses. Mais il y a beaucoup d'apprentis sorciers. Et en fait, on sait qu'on n'est pas un apprenti sorcier quand on l'a fait nous-mêmes. Quand on ne l'a pas fait, on a un apprenti sorcier. Et il y a beaucoup trop d'apprentis sorciers pour moi. C'est intéressant parce qu'il y a évidemment notre opinion aussi, mais il y a, comme tu dis, au final, l'objectif, ça reste la guérison.
il y a peut-être pas mal de personnes aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs. C'est un mot qui est galvaudé presque tellement il y en a. C'est pour ça que je déteste qu'on m'appelle coach. Ouais. C'est complètement galvaudé. Aujourd'hui, effectivement, il y en a beaucoup. Et quand je parlais de l'industrie, c'est aussi des dérives qu'il peut y avoir par rapport à ça. Je pense à quelqu'un qui cherche de l'aide sur un sujet dans sa vie ou qui est dans une difficulté. Il y a bon et mauvais coach. Comment on fait le tri? Comment est-ce qu'on sait vers où aller? Parce que se faire coacher, c'est aussi montrer une forme de vulnérabilité. Donc c'est un moment où les gens peuvent être très vulnérables. Comment est-ce qu'on fait pour choisir la bonne personne et se faire accompagner correctement dans un monde qui est rempli de possibilités et où tout le monde sort effectivement une étiquette, ou en tout cas très facilement, de coach, même si je te rejoins sur le fait que les intentions sont bonnes et qu'on peut féliciter toutes les personnes qui sont dans cette voie et dans ces démarches, mais en attendant, il y a aussi pas mal de dérives et de dangers avec le coaching. Le coaching est une fonction de pouvoir. Tout comme la direction d'entreprise. Oui. C'est exactement la même chose. Quand tu rentres dans une entreprise, tu regardes si l'entreprise te convient ou pas. Comment tu fais pour voir si l'entreprise te convient? Tu vas te renseigner sur des gens qui sont passés par là, ce qui s'en dit, etc. Pour moi, soit, tu vois, un coach est quelqu'un qui donne du feedback. Et un feedback, il y a 2 critères par rapport au feedback. C'est est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il est pertinent? Pertinent, tu peux le savoir parce que tu peux voir si la personne l'a réussi ou pas avant. Ça se démontre, il suffit de lui demander son curriculum ou de voir sur Internet ce qu'il a fait avant, etc. Parce que moi, j'ai dirigé des boîtes avant, etc. C'est pas difficile de le vérifier. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il est bienveillant? Et ça, c'est un critère à l'intérieur de toi. Et c'est ça, c'est humain. Donc, moi, j'aime beaucoup, un jour, j'adore les massages, tu le sais, quand je suis en Thaïlande. Ouais. Et un jour, j'ai un vieux masseur thaïlandais comme ça, qui avait une 70aine d'années, qui a mis ses mains sur moi et qui a dit « Dites-moi si mes mains vous conviennent ». J'ai adoré cette phrase. En fait, moi, je sais très bien que je ne conviens pas à tout le monde. Et d'ailleurs, je conviens à très peu de gens. Je conviens aux gens qui ont envie d'y aller, qui le veulent vraiment, qui sont prêts à se prendre des coups de pied aux fesses de manière assez puissante. Parce que moi, je n'ai pas de temps à perdre et les gens que j'accompagne, je n'ai pas envie qu'ils perdent leur temps. Et donc, s'ils ne sont pas prêts à aller à cette vitesse-là, il y a plein d'autres coachs sur le marché qui pourront les faire progresser, etc. Mais moi, on avance avec une certaine dynamique, une certaine énergie, et c'est parti, égaux. Et je ne mens pas sur le produit, tu vois, je le dis dès le départ qui je suis. Après, les gens peuvent le croire, ne pas le croire, vérifier, etc. Ou ça peut être leur énergie ou pas leur énergie. Exactement. C'est est-ce que mes mains leur conviennent ou pas? Et j'ai aucun problème à ce que mes mains ne conviennent pas. Et il y a plein de gens à qui ça ne convient pas, et c'est très bien comme ça. Parce que même si je travaillais avec eux, en fait, ça me pourrirait la vie. Donc, on attire des gens et on rejette d'autres personnes, c'est tout à fait normal. Et donc, pour tomber pour s'assurer qu'on est en face de soi, parce que, effectivement, dans les fonctions de pouvoir, il y a des gens qui abusent. Et il y a des gens qui peuvent abuser le coaching, il y a des gens qui peuvent abuser sexuellement. Tu as des gens qui peuvent abuser en termes de pognon. Tu as des gens qui peuvent abuser à tous les niveaux. Pour ne pas abuser, déjà, la première chose, c'est qu'il faut que le contrat soit clair. Nous, nos contrats sont hyper clairs. On sait combien ça va coûter, on sait exactement dans quoi on s'engage, c'est défini, boum, c'est clair. Il faut vérifier que la personne ait le niveau de compétence. Pour moi, c'est le plus important. Encore une fois, c'est de vérifier s'il l'a fait ou pas, et puis sentir. Est-ce que j'ai envie de bosser avec cette personne? Est-ce que cette personne m'inspire? Est-ce que son énergie me plaît? Est-ce que je vais passer des bons moments? Je ne vais pas passer, si c'est du coaching individuel, 1 heure avec quelqu'un en me disant « le gars, je ne l'aime pas ». Moi, j'ai eu ça. À un moment, j'étais un phénomène de mode comme ça en Belgique quand j'étais coach individuel, que j'accompagnais des CIO. Il y a un moment, je suis devenu une sorte de phénomène de mode et où beaucoup de directeurs de certains réseaux voulaient absolument bosser avec moi. Ouais. Ils ne bossaient pas avec moi, ils bossaient juste avec moi pour montrer qu'ils étaient capables de se payer Pierre Sornin. C'est complètement débile. Et donc, bien sûr que c'était désagréable. Moi, clairement, j'attaque la guérison. Si tu n'es pas prêt à te remettre en question, viens pas bosser avec moi. Et donc, voilà. Comment se protéger de l'abus? Un bon coach, et c'est d'ailleurs une des toutes premières choses qu'on fait dans nos séminaires, on donne les techniques pour se protéger de l'abus. Parce que c'est fondamental. Et donc, il peut y avoir énormément d'abus dans le monde du coaching, oui, puisque c'est une fonction de pouvoir. Mais il n'y en a pas plus dans le coaching que dans le monde de l'entreprise ou que dans d'autres secteurs. Partout, tu as des sales types. Et les sales types sont attirés par les fonctions de pouvoir. Ok. Des sales types et des mauvaises femmes aussi. Les deux. Type et typette. Type et typette.
Alors, j'ai une dernière question pour toi. Tout le monde peut réussir ou c'est un mensonge? Elle est dure cette question. Non, je l'adore et merci de me la poser. Ça me met en colère. Ça me met vraiment pas sur en moi, colère. s'il te plaît. Non, pas sur toi, mais sur les qui sont capables de dire le contraire, excusez-moi mon français. Mais j'ai entendu comme ça l'autre gars là, je sais même pas comment, Pierre, je sais pas quoi, là, qui a fait son film sur les coachs. C'est ma question suivante. Je n'ai pas vu ce film, je ne le verrai pas. Pierre Ninet, voilà. Je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vu une interview de ce gars qui dit « On ne peut quand même pas prétendre que tout le monde peut réussir dans la vie. » Mais t'es qui, toi, pour avoir réussi dans la vie? Comment est-ce qu'on peut dire un truc comme ça? C'est quoi? Il est tellement supérieur aux autres que lui, il a pu réussir dans la vie? C'est bien sûr que tout le monde peut réussir dans la vie. Alors tout le monde ne peut pas devenir Pierre Ninet, tout le monde ne peut pas devenir Usain Bolt, bien sûr. Mais on peut tous réussir, on a tous cette énergie de réussir. Point barre. Puis ça dépend ce que ça veut dire réussir aussi. Je pense que parfois, ce que les gens s'imaginent, c'est que la réussite, c'est ce qu'eux entendent à travers réussite. Tout le monde peut accéder au moment présent et vivre une vie de rêve. C'est un grand débat du développement personnel. Voilà. Donc c'est chouette d'entendre. Mais c'est un débat des gens qui n'y connaissent rien et qui se positionnent en ne comprenant rien. Moi, je peux te dire une chose, c'est que, on a parlé des stars, etc. Pierre Ninet ne connaît rien au moment présent. Ça peut être un acteur brillant, c'est quelqu'un qui fait des choses magnifiques, mais il ne dirait pas ça s'il accédait au moment présent. Tu crois quoi qu'un gars comme Eckhart Tolle ou Neil Donald Walsh ou Tony Robbins va dire les gars, il y en a que ceux qui ont de la chance comme moi d'être successful qui peuvent arriver à être successful. Mais quelle arrogance! Et c'est intéressant aussi parce que, de manière générale, on demande beaucoup l'avis des célébrités aujourd'hui sur beaucoup de sujets. Moi, je pense qu'il y a des acteurs qui sont exceptionnels. J'aime beaucoup Pierre Ninet. Mais on leur pose des questions, en fait, parfois sur leurs films et sur des sujets qui ne sont pas seulement des sujets maîtrisés. Je pense que c'est quelqu'un qui a joué énormément de rôles dans sa vie. On ne peut pas maîtriser chaque histoire, voilà. Et c'est vrai qu'on lui demande de prendre beaucoup la parole sur le coaching, sur ce film Gourou qui a fait un immense brouhaha médiatique. Et qui amène plusieurs concepts de développement personnel qui sont énormément discutés, dont l'un qui est justement que tout le monde ne peut pas réussir et que mettre la responsabilité sur une personne c'est trop, et en fait qui déresponsabilise la personne. Il y a un mouvement de pensée qui va vers ça. Moi, ce que je trouve aussi très triste, c'est que c'est la première fois qu'on met le coaching en avant dans un film. Ça reste le développement personnel, en tout cas, c'est un monde qui était un petit peu à part. J'ai l'impression qu'il n'était pas traité de manière publique. Oh, il y avait déjà avec Richard Anconina. Il y avait I'm Not Your Guru. Non, le coach Richard Anconina qui m'ont dit il y a 10 ou 15 ans. Et pas en tout cas, c'est jamais en positif. J'avais le sentiment que voilà, il y a pas mal ça sur les réseaux, qu'on entend beaucoup parler de coaching, mais qu'on voit. Il y a très peu de films sur une personne coach dont on raconte finalement une histoire. Estelle, est-ce que tu connais beaucoup de films qui parlent d'un directeur d'entreprise génial, qui parlent d'un vendeur génial? Non. Tu vois, c'est là que je voulais en venir. C'est qu'on prend un sujet et il est traité d'une manière, sauf qu'on parle très 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 peu de ce sujet de manière générale. Oui. De manière positive. Mais c'est toujours négatif. Tout à fait, parce que parler d'un bon directeur d'entreprise ou parler d'un bon vendeur ou parler d'un bon coach, ça ne va pas faire du buzz. C'est intéressant. Et donc, ce que ces gens cherchent, et c'est leur métier, donc moi, je ne les critique pas par rapport à ça, ils font du buzz parce que c'est ce que les gens veulent entendre. Je veux dire, j'ai encore entendu Coé, il n'y a pas tellement longtemps, qui disait « Allez surtout pas faire ce genre de conneries », alors que lui-même coach des gens. Donc, on est 25 à 30 ans en arrière par rapport à ça. Aux États-Unis, les gens sont coachés par 2, 3, 4 personnes. Et bien sûr que les business sont pullulants et qui sont, je ne vais pas dire plus éveillés que nous, c'est différent, mais ils ont en tout cas développé beaucoup plus de sensibilité que nous. Et je le vois, la compagne de mon fils américaine, elle est venue passer 2 semaines chez moi à Phuket. Ils ont des modes de fonctionnement tout à fait différents par rapport à l'énergie, par rapport à plein de choses. Et nous, en fait, on est en arrière. On est en arrière. Et aujourd'hui, la masse n'a pas envie d'entendre parler d'un coach successful qui change la vie des gens et qui amène des gens à devenir millionnaires, parce que la masse n'a pas envie de sortir de sa zone de confort et de se dire, en fait, si je ne le fais pas,
Parce que ça, c'est aussi un des grands tabous, encore une fois, c'est la victimisation. La masse se victimise et se dit donc, en fait, c'est pas ma faute si j'arrive pas. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute des politiciens, c'est la faute. Mais quand tout d'un coup, tu fais un film qui montre que c'est valable pour tout le monde et que tout le monde peut y arriver, non. C'est tellement plus démago de dire, bah, allez, continuez à vous victimiser, les gars. C'est bien. Allez. Comme ça, vous ne remettez pas en question, vous avez une vie de merde et c'est tout à fait normal. Il faut avoir beaucoup plus de courage aujourd'hui pour faire un film qui va dire « remettez-vous en question ». Remettez-vous en question. Si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous ne bougez pas les fesses. Spécialement en Belgique et en France. Ce qui est intéressant, c'est aussi que tu dis il y en a partout. C'est vrai, il n'y a pas une star qui n'a pas été coachée, que ce soit, peu importe le secteur, que ce soit le sport, que ce soit un animateur télé, que ce soit les gens qui sont sur scène, au théâtre, c'est pas difficile. Peu importe. Aujourd'hui, au niveau du football belge, un footballeur, il a entre 4 et 6 personnes qui l'accompagnent, qui le coachent. Technique, physique, mental, tout ce que tu veux. Pouf. Et on parle juste de division 1 en Belgique. Je ne dis pas les athlètes de haut niveau, les CIO de haut niveau. Et tu sais, aux États-Unis, un gars comme moi, combien est-ce qu'on le facture? Beaucoup plus. À peu près 100 000 € la journée. Et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Mais bien sûr que ça leur permet de se propulser à des niveaux beaucoup plus élevés. Et donc, tu vois, on vit dans un pays, je veux dire, où la norme, c'est le 4 sur 10, pour être gentil. Et tout le monde peut choisir de vivre à 10 sur 10. Tout le monde peut aller chercher ça à l'intérieur de soi. Et en fait, et c'est pour ça que ça me met hors de moi, cette phrase dont tu parlais, parce que c'est de dire aux gens, vous savez, restez dans votre 4 sur 10, c'est tout à fait normal. Tout le monde n'a pas les moyens, comme moi, de vivre à 10 sur 10. Ah ben moi, je suis désolé, c'est la première chose que je casse dans tous mes séminaires. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui s'en vont. Parce que c'est dur d'entendre que si tu n'y es pas arrivé, c'est parce que tu n'as pas mis l'énergie qu'il fallait, tu n'as pas employé les bonnes procédures, tu n'as pas avancé dans la bonne émotion, tu n'avais pas les bonnes croyances pour y arriver. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de toi. Et ça peut changer. Pour moi, il y a une seule chose qui sort de ça, et tu me diras si tu es d'accord ou pas, c'est tout ce qui est cas psychiatrique. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, on est dans... Tout à fait. Ouais. Donc, il y a ce qui sort de ça, c'est les différences physiques. Donc, si le cerveau ne fonctionne pas bien parce qu'il est atrophié, effectivement, ceci dit, même avec des différences physiques, ceux qui l'ont vraiment voulu, ils ont fait la différence. On parle de Karen, tu peux voir un gars comme Nick Vujicic, dont je parle dans mes événements. Il est né sans bras, sans mains, il est multimillionnaire, il a une femme extraordinaire, 3 gosses, il est capable de faire de la plongée sous-marine. Donc, encore une fois, une des grandes phrases que j'aime beaucoup, c'est dans la vie, on a des raisons, on a des résultats. On a des excuses, on a des résultats. Et vous choisissez derrière. Si tu choisis le 4 sur 10, bah, tu vivras toute ta vie à du 4 sur 10. Moi, j'appelle ça, j'ai mon petit mot pour ça qui fait bouger les lignes, c'est la médiocrité. Mais chacun a le choix de vivre là ou d'en sortir et de se battre pour en sortir. Et les gens qui se battent pour en sortir et qui emploient les bonnes stratégies et qui font le chemin à l'intérieur en termes de mindset, eh bien, ils en sortent comme par hasard. Et donc, c'est valable pour tout le monde. Donc, moi, je me battrai toujours contre les gens qui disent qu'il faut être bien né pour réussir dans la vie. C'est faux et archi faux. Ok, merci pour ça. Alors, on va clôturer cette première partie qui est, on va dire, plus personnelle avec toi, avec quelques questions. On va appeler ça le moment confession. Ah ah. Une chose que tu n'as jamais osé dire publiquement. Je mets mes doigts dans le nez. J'adore. Si ton toi du passé te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ne comprendrait pas? Je poserais plutôt la question, qu'est-ce qu'il comprendrait? C'est tellement de choses. Mais je crois qu'il ne comprendrait pas ce que lui appellerait la passivité avec laquelle je vis aujourd'hui. Tu étais plus hard avant, tu dirais? Non, j'étais une pile électrique. Je n'arrivais pas à rester en place. Alors aujourd'hui, ça se calme vachement. Là, je viens de passer un mois dans un petit hôtel tranquille. J'ai même pas pris de voiture. Je suis resté. J'adore méditer. C'est peut-être la chose que je comprendrais le moins. Méditer. Ok, la méditation. Ouais. Ok, intéressant. Et ton toi du futur, alors je sais, on a beaucoup parlé du moment présent. Du coup, là, mes questions, elles sont un petit peu... elles viennent chercher quelque chose. Ton toi du futur, il te jugerait sur quoi? Il me jugerait pas. Je savais que tu me répondrais ça. Je le savais. On pense connaître les gens qui réussissent, mais en réalité, on ne voit que 10% d'eux. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase? Oui. Okay. Les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir.
J'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, les gens voient souvent la réussite de quelqu'un, mais ils ne voient pas le chemin. Et donc, ils envient la réussite, mais personne n'a envie le chemin. Quelle est la réponse que tu as donnée aujourd'hui qui t'a le plus surpris sur toi-même? Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Parfait. Et ben, c'est la fin de ce premier épisode. Et je te remercie d'avoir été avec nous et d'avoir fait cet exercice avec moi pour la première fois. Avec plaisir.